Bonjour, chers auditeurs et auditrices de Radio Forum. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Cécile Molinier, qui est membre du comité exécutif de l'Association des anciens fonctionnaires internationaux pour le développement, Greycels, basée à Genève. Madame Molinier est aussi membre du conseil d'administration de plusieurs associations axées sur le développement durable. Très brièvement, je vais essayer de résumer un parcours professionnel très riche. Madame Molinier a rejoint le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD en 1992 en provenance du secrétariat de l'ONU. Elle a travaillé pendant 15 ans sur le terrain comme adjointe en Tunisie, puis coordinatrice résidente des Nations Unies à Sao Tomé et Principe, au Togo et en Mauritanie. Par la suite, elle a été réaffectée en tant que directrice du bureau du PNUD à Genève en août 2007, où elle a joué un rôle déterminant dans la promotion du programme de réforme des Nations Unies et le développement de partenariats innovants avec les autorités infranationales, la communauté universitaire, les organisations de la société civile et le secteur privé. Et depuis sa retraite de l'ONU en 2012, elle mène une retraite très active et entre autres justement au sein de Greycels, l'association qui a donc le plaisir de l'interviewer aujourd'hui. Mon nom est Manuela Tortora, je suis vice-présidente de Greycels et je vais tout de suite passer à quelques questions pour Madame Molinier. Tout d'abord, j'espère, Cécile, que tu n'as aucun inconvénient si je te tutoie, puisque nous sommes en définitive non seulement collègues, mais également complices au sein de Greycels. Est-ce que ça va? Absolument. Au contraire. Merci. Une première question que je voudrais aborder concerne les langues et la communication. Les langues et la communication, d'une façon générale, jouent un rôle primordial dans ton parcours professionnel, tout comme la communication est, comme on le sait, l'un des piliers du travail quotidien des Nations Unies. Donc, il ne s'agit pas seulement de faciliter les échanges entre les pays et les différentes cultures, mais aussi de transformer la communication en instrument de paix et de coopération internationale. As-tu eu des expériences précises qui ont démontré, lors de tes fonctions aux Nations Unies, à quel point les langues sont des passerelles indispensables dans le système international, même si, bien entendu, l'anglais est le latin de notre temps? Eh bien, écoute, merci beaucoup pour ta question, Manuela, qui me touche de près parce que effectivement, j'ai toujours aimé parler un certain nombre de langues et pouvoir m'exprimer avec mes interlocuteurs dans leur langue ou dans la mienne, si plutôt que d'utiliser l'anglais. Alors, quand on parle d'anglais, je précise l'anglais des Nations Unies, qui pour moi, qui ai quand même fait des études de littérature anglaise assez poussées, est un anglais assez pauvre, mais il a au moins l'avantage d'être pratiqué partout et d'être relativement facile à utiliser. Alors, bien sûr, la première expérience que je te donnerai, c'est le fait que si je suis rentrée à l'ONU en 1977, c'est grâce aux langues, puisque j'ai passé le concours de traduction et que je suis rentrée au service français de traduction où j'ai travaillé à partir de l'anglais et de l'espagnol vers le français. Mais je vais sauter allègrement quelques années et te donner un exemple qui remonte à l'époque où, tout en étant toujours au service français de traduction, j'étais la vice-présidente de l'Association du personnel aux Nations Unies. À ce titre, j'ai eu à défendre la position du personnel par rapport aux propositions faites par l'administration devant des organes chargés précisément des questions de personnel et des questions administratives et budgétaires, c'est-à-dire d'une part le comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires, qui est un organe d'experts qui prépare le travail pour la 5e commission, et puis d'autre part la commission de la fonction publique internationale, qui est l'organe chargé
de publier et de mettre à jour le statut du personnel pour l'ensemble des organisations des Nations Unies. Et puis, je te donnerai un autre exemple. Alors, quand j'étais sur le terrain avec le PNUD, quand j'étais en Mauritanie, les Nations Unies ont appuyé une période de transition démocratique à la demande des autorités qui avaient pris le pouvoir de façon pacifique et renversé le président qui était resté longtemps au pouvoir et dont les dernières années de présidence étaient caractérisées par un blocage total sur le plan politique et sur le plan institutionnel. Dans la mesure où les autorités donc de transition nous ont demandé d'appuyer le processus, l'Union européenne est intervenue en appui à cette transition démographique et conformément à un accord général signé entre la Commission européenne et le PNUD, c'était donc le PNUD qui était chargé d'administrer l'appui de l'Union européenne à ce processus, y compris l'appui financier. Donc, j'avais donc mis en place un basket fund, un espèce de panier, si j'ose dire, qui était destiné à recevoir les contributions non seulement de l'Union européenne, mais également des États membres qui souhaitaient appuyer le processus, soit États membres de l'Union européenne, soit États membres des Nations unies. Il se trouvait qu'en Mauritanie, il y avait 3 ambassades d'États membres de l'Union européenne, la France, l'Espagne et l'Allemagne. La France, ça s'explique pour des raisons historiques assez faciles à comprendre. L'Espagne, ça s'explique pour des raisons géographiques et géostratégiques tout aussi faciles à comprendre. Et l'Allemagne, ça s'explique aussi en raison de leur intérêt pour les réformes de gouvernance et la lutte contre la pauvreté. Or, il se trouve que je parle les 3 langues. Le français, c'est ma langue maternelle, l'espagnol, je l'ai appris, et l'allemand, je l'ai appris, c'était ma 2e langue étrangère. Et j'ai pu en fait parler donc directement dans leur langue à chacun des ambassadeurs, alors pas nécessairement ensemble, chacun de son côté, et je les ai en quelque sorte mis en concurrence les uns avec les autres. Le premier qui m'a proposé en fait d'apporter une contribution de son pays à la transition démographique, c'était l'ambassadeur d'Espagne. Et évidemment, piqué au vif, l'ambassadeur de France a proposé que son pays apporte une contribution d'un montant équivalent et il en a été de même pour l'ambassadeur d'Allemagne. Je pense que le fait que j'ai pu parler à chacun d'entre eux dans sa langue maternelle a probablement contribué à ce qu'ils considèrent d'un œil favorable ce que les Nations Unies étaient en train de faire en appui à la transition démocratique. Cécile, en plus de la connaissance des langues et le contact avec des collègues du monde entier et avec des réalités très diverses, tout ceci forge l'esprit et ouvre de nouveaux horizons, comme tu viens de le dire. À quel moment as-tu senti que ton horizon culturel et professionnel devait s'élargir en saisissant l'opportunité d'avoir une carrière internationale? Et qu'est-ce qui a changé pour toi à ce moment-là? Et je suppose, comme pour nous tous, d'une façon irréversible. Nous tous, j'entends les internationaux. Alors en fait, les études que j'ai faites, qui, comme je te l'ai dit tout à l'heure, étaient des études poussées de langue et de littérature anglaise, elles ne me destinaient pas à une carrière internationale. Elles me destinaient plutôt à enseigner l'anglais, de préférence à l'université si c'était possible, ou au niveau donc du secondaire. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Pendant 2 ans, j'ai eu la possibilité d'enseigner à Smith College, qui est donc une université pour femmes sur la côte est des États-Unis, dans le Massachusetts. Et j'ai fait ça directement après avoir passé l'agrégation d'anglais. Donc, je suis partie directement de Paris au Massachusetts et de là, j'ai découvert non seulement les États-Unis, qui sont un pays par essence extrêmement divers, mais j'ai également découvert New York, qui pour moi
était un éblouissement, en particulier en raison de son caractère cosmopolite et de sa très grande diversité culturelle. À partir de ce moment-là, je n'ai eu qu'une envie, c'était de pouvoir rester aux États-Unis et, si possible, à New York. Et il se trouvait qu'en 1977, les Nations Unies recrutaient des traducteurs et c'est comme cela que je suis rentrée en passant le concours de traduction. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à découvrir ce que c'était que de vivre et de travailler dans un milieu international, multiculturel, multilingue, même si le département des conférences est quand même un département assez particulier. C'est considéré comme un département technique et évidemment, j'étais au sein du service français de traduction, donc un service purement francophone, avec des collègues français ou francophones. Mais le travail que j'ai fait m'a très vite amené à fréquenter et à discuter avec des délégués de l'ensemble des pays, puisqu'on m'a demandé de suivre en particulier les questions administratives et budgétaires. Et j'ai pu ensuite quitter le département des conférences pour aller travailler au département de l'administration et de la gestion. Et plus je découvrais l'univers des Nations Unies et sa diversité culturelle et humaine, et plus je me sentais bien, en fait. Et là où j'ai eu pour la première fois le sentiment que je faisais vraiment ce que j'avais envie de faire, mais sans avoir vraiment su à l'avance ce que c'était que j'avais envie de faire, c'est quand je me suis retrouvée en fait sur le terrain. Mon premier poste de terrain était en Tunisie, donc ça n'était pas tout à fait assez dépaysant pour mon goût, même si c'était extrêmement agréable. Mais quand je me suis retrouvée à Sao Tomé et Principe, donc un archipel sur l'équateur au large du Gabon, ancienne colonie portugaise, là j'ai eu vraiment le sentiment que j'étais où je voulais être et que je pouvais apporter quelque chose avec mon expérience et avec mes compétences à des gens dont la vie, dont l'horizon était fondamentalement différent du mien. Ça a été une expérience vraiment transformatrice. Oui, merci Cécile. Et justement, en parlant de travail sur le terrain, c'est-à-dire dans des pays bien éloignés de notre quotidien très confortable. Nous savons que ce travail n'est pas facile, surtout parce que pauvreté et effort pour le développement sont les deux faces d'une même médaille qui est extrêmement complexe. As-tu une expérience qui t'a marqué plus que d'autres, qui a accéléré une prise de conscience, une situation où cette complexité du développement a été particulièrement tangible pour toi? Alors oui, et si tu permets, je vais revenir à Sao Tomé et Principe. Je viens de te dire que mon premier poste de terrain était la Tunisie. Avant cela, donc, j'avais travaillé pendant 15 ans à New York. Et avant de rentrer aux Nations Unies, j'avais partagé mes années d'étudiante entre Paris et Londres. Et du jour au lendemain, en arrivant à Sao Tomé, je suis arrivée dans un pays d'une pauvreté et d'un dénuement total. En fait, la seule, comme on dit en anglais, saving grace, le seul élément qui sauvait en fait les habitants de Sao Tomé et Principe de la misère totale, c'était que c'est une île, donc, enfin c'est un archipel sur l'équateur, extrêmement fertile, où la nature est particulièrement luxuriante et où donc les habitants ne mouraient pas de faim. Mais à part cela, il n'y avait absolument rien. Les habitations étaient des plus primitives, les conditions sanitaires étaient plus que rudimentaire, l'éducation était extrêmement réduite et il n'y avait absolument rien à consommer. Il n'y avait pas de magasin, il n'y avait pas d'endroit où on pouvait s'approvisionner. Nous étions une petite communauté d'expatriés, quelques agences des Nations Unies, quelques postes diplomatiques et en fait tout ce dont nous avions besoin,
il fallait s'organiser pour que ça vienne par container et c'était acheminé par un homme d'affaires portugais qui en fait nous servait de contact, si j'ose dire, commercial avec l'extérieur. Et j'ai ressenti ce dénuement de façon extrêmement forte, en fait comme un coup pris en pleine figure, et en même temps j'ai été absolument suffoquée par la beauté du paysage, la beauté de la nature dans cette île et la gentillesse toute naturelle des habitants. Et après un an à Sao Tomé à peu près, je suis partie à New York en mission pour une formation quelconque. Et je me souviens, nous étions dans un de ces centres de formation qu'affectionnent les Nations Unies dans la banlieue de New York. Et je me souviens qu'un jour, avec quelques collègues, avec qui j'étais là-bas, nous étions allés dans un centre commercial, je ne sais plus pourquoi. Et quand je suis rentrée dans ce centre commercial et que j'ai vu cette abondance de biens de consommation, je me suis sentie littéralement écœurée. Et ce contact avec Sao Tomé, cette expérience directe du dénuement et de la pauvreté, ça m'a à jamais guérie et pour toujours. Hein, je ressens toujours le même dégoût par rapport à la consommation. Ça m'a complètement fait voir les choses matérielles et les biens de consommation de façon radicalement différente. Au bout de quelques années dans le milieu international, la vision du monde change, tout comme la vision du pays d'origine. Et au bout de ta carrière, dans ton expérience personnelle, par rapport au début de ta carrière, comment vois-tu maintenant la France depuis la terrasse panoramique qu'est l'organisation mondiale ? Alors, je dirais que mon rapport avec la France pendant ma carrière aux Nations Unies, il est presque ironique dans la mesure où je suis rentrée aux Nations Unies parce que précisément je savais que je ne voulais pas et que je ne me sentirais pas à l'aise dans une carrière de haut fonctionnaire français, ce que j'aurais pu faire avec les études que j'avais faites. Mais en fait, j'ai retrouvé la France et en particulier sur le terrain quand j'étais avec le PNUD et dans les quatre pays où j'ai travaillé, la Tunisie, Sao Tomé, le Togo ou la Mauritanie, elle était très présente sur le plan diplomatique et sur le plan de la coopération. Donc, nous avons pu développer des partenariats intéressants et productifs. Et lors de mon dernier poste à Genève, il se trouvait que l'une de mes attributions était d'être en quelque sorte le point d'entrée pour la relation entre la France et le PNUD et que j'allais donc très régulièrement à Paris pour discuter et dialoguer avec les collègues du ministère des Affaires étrangères. Donc, j'ai pu apprécier particulièrement le positionnement de la France sur la scène internationale et en matière de politique étrangère, qui pour moi a toujours été plus marquant et plus important, si j'ose dire, que l'importance proprement dite de la France, que ce soit sur le plan économique et commercial. Et je te donnerai juste un exemple où je me suis sentie particulièrement fière d'être française en 2003. Tu te souviens bien entendu des circonstances et de l'invasion de l'Irak par l'administration Bush et de la position prise par la France au Conseil de sécurité. Dans ce contexte particulier, je dois dire que j'étais en Mauritanie. À ce moment-là, la Mauritanie était particulièrement remontée contre les États-Unis et contre les Occidentaux, entre guillemets, et la rue mauritanienne était très favorable à l'Irak. Et en tant que Française, je me suis sentie donc fière de la position qu'avait pris mon pays. Mais ce qui est frappant, en ce qui concerne le rôle de la France, c'est qu'en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, évidemment, elle joue un rôle prépondérant et elle joue ce rôle à fond.
Ce qui est intéressant, c'est qu'elle utilise également ce rôle pour défendre de façon vigoureuse le multilatéralisme à une époque où il est particulièrement attaqué, et en particulier en travaillant avec l'Allemagne, qui se trouve actuellement également être membre du Conseil de sécurité. Donc voilà un peu les réflexions que je peux partager par rapport au rôle que joue la France. Oui, merci Cécile. Comme tu le sais, il n'est pas nécessaire d'être psychologue pour savoir que l'influence de la famille et des années d'études pèse lourd au moment de choisir un parcours professionnel. Dans ton cas, quels ont été les choix volontaires d'un côté et les hasards de la vie qui ont déterminé ton chemin? Alors en fait, ma carrière aux Nations Unies, elle est totalement atypique dans la mesure où rien dans mes études ne me destinait à rentrer aux Nations Unies. C'est en quelque sorte le hasard qui a fait que il y avait recrutement de traducteurs et que j'avais envie de retourner aux États-Unis et en particulier à New York. À partir du moment où j'ai été à l'intérieur des Nations Unies, une succession d'opportunités se sont présentées et je les ai saisies. La première, ça a été de me spécialiser dans les questions administratives et budgétaires et les questions de personnel, ce qui m'a amené à aller à l'association du personnel et de là à pouvoir être transféré au département de l'administration et de la gestion. Et ensuite, on m'a proposé d'être l'assistante spéciale du nouveau directeur au développement et à la coopération économique internationale, qui était un ambassadeur proposé par la France qui ne connaissait ni les Nations Unies ni l'anglais et qui avait besoin qu'on l'aide et qu'on l'oriente dans ce dédale des Nations Unies. Et en travaillant avec lui, j'ai découvert en fait l'immense univers des activités de développement des Nations Unies sur le terrain. Et c'est ça qui m'a donné envie de partir et qui a fait que je suis partie au PNUD et que j'ai fait la carrière que tu as résumée. Cécile, à New York, tu as mentionné tout à l'heure que tu as eu des responsabilités au sein de l'Association des fonctionnaires internationaux, qui est une sorte de syndicat. Mais vu de l'extérieur, la vie des fonctionnaires de l'ONU est souvent perçue comme confortable, facile, voire privilégiée. Alors, à quoi bon un syndicat? Pour défendre quoi? Alors en fait, ça n'est pas véritablement un syndicat puisque les statuts des Nations Unies ne permettent pas la présence au sein des Nations Unies d'un syndicat comme nous l'entendons. Il s'agit donc d'une association du personnel dont l'objectif est de représenter le personnel et de défendre ses intérêts lors des consultations avec l'administration. Et je dirais qu'à l'époque où j'étais active, quand j'étais à New York dans les années 80, il était important que les fonctionnaires puissent se faire entendre par rapport à l'administration qui, elle, avait plutôt tendance à concevoir son rôle comme le management, donc la gestion du personnel en discussion directe avec les États membres, mais sans tenir compte des aspirations, des préoccupations et des craintes du personnel. Donc, il a fallu se battre d'abord pour que soit mis en place un véritable mécanisme de consultation entre les représentants de l'administration et les représentants du personnel. Et quels étaient les points litigieux? Effectivement, les fonctionnaires des Nations Unies sont perçus comme très grassement payés et très privilégiés. Je voudrais quand même rappeler qu'à l'époque où j'étais à l'Association du personnel à New York, dans les années 80, les fonctionnaires internationaux allemands, donc à l'époque c'était la République fédérale allemande dont je parle, et les fonctionnaires internationaux des États-Unis, pour ne parler que d'eux, touchaient des compléments de salaire versés par leur gouvernement directement dans leur compte en banque dans leur pays d'origine, ce qui était d'ailleurs totalement illégal et totalement contraire aux principes de base de la fonction publique internationale, mais cette réalité, elle était bien présente. Et pourquoi? Parce que les salaires que proposaient les Nations Unies aux internationaux étaient considérés comme tellement inférieurs aux salaires que touchaient les fonctionnaires
allemands en Allemagne et les fonctionnaires américains aux États-Unis qu'il fallait leur verser ces compléments de salaire pour qu'ils viennent travailler aux Nations Unies. Un autre domaine qui a toujours été très problématique et qui maintenant l'est encore beaucoup plus, c'est celui des types de contrats, et notamment des pressions mises par les États membres pour précariser, entre guillemets, beaucoup plus la fonction publique internationale, réduire la durée des nominations, ne plus accorder de contrats permanents et exercer en quelque sorte une pression constante sur les fonctionnaires pour qu'ils produisent le maximum dans le cadre de leur contrat. Le dernier point, alors au PNUD, c'était considéré bien sûr comme parfaitement normal puisque le PNUD est un programme opérationnel où la mobilité fait partie intégrante des statuts, mais la question de la mobilité des fonctionnaires et notamment, et cela, ça n'est toujours pas réglé de façon satisfaisante, de la mobilité entre les agences qui permettrait de faire une carrière au sein de différentes agences sans perdre nécessairement les avantages acquis lors d'un détachement dans telle ou telle agence, ça a toujours été des points de discussion assez âpres avec l'administration. Donc, je dirais que l'apparence d'une fonction publique internationale grassement payée et très privilégiée, elle est quelque peu trompeuse et notamment le travail sur le terrain peut s'avérer non seulement difficile, mais très contraignant par rapport aux relations avec la famille. Cécile, pour finir, j'aimerais un exercice de fantaisie. Imaginons une machine à remonter le temps. Quelle période de ta carrière voudrais-tu revivre ou au contraire ne pas revivre? Alors, je vais commencer par le négatif pour terminer ensuite par une note positive. Alors, le négatif, ça a été ma période au Togo. Je suis arrivée au Togo à une époque où le président, Eyadema Père, était acculé en quelque sorte le dos au mur, s'était mis à dos toute la communauté internationale et le pays était complètement coupé de l'aide extérieure, des contacts avec l'extérieur et la situation politique était extrêmement tendue. Et je me suis retrouvée là en quelque sorte coincée, si j'ose dire, entre donc les autorités togolaises d'une part, qui n'avaient pas la moindre envie de faire les réformes qu'attendaient d'elles ses partenaires et notamment l'Union européenne qui poussait pour que soient organisées des élections législatives et donc les partenaires de développement, en particulier au niveau de Bruxelles. Et là encore, puisque je représentais le PNUD et les Nations Unies, j'ai travaillé en partenariat avec l'Union européenne pour organiser des élections. Et je me suis trouvée en fait complètement en porte-à-faux avec les autorités, sans compter également une attitude absolument inadmissible de la part d'un collègue du département des affaires politiques qui avait été en fait acheté par le pouvoir en place. Et je me sentais complètement impuissante sur le plan politique, incapable de pouvoir faire avancer l'agenda. D'une certaine manière, à quelque chose, malheur a été bon parce que confrontée à cette situation d'impuissance totale, j'ai réfléchi avec mes collègues de l'équipe des Nations Unies et nous avons décidé ensemble de réorienter nos énergies, nos appuis et notre créativité à la lutte contre le sida, qui était un problème énorme au Togo et que dont les autorités n'appréciaient pas véritablement l'ampleur et l'impact. Donc ça a été une période très difficile, même si ce travail conjoint sur le sida a été enrichissant. Et puis, alors au contraire, une période que je revivrai volontiers et qui a été extrêmement riche, c'est lorsque j'étais en Mauritanie et que dans un contexte donc de blocage politique vers la fin du règne du président en exercice depuis longtemps,
il y avait un blocage total au niveau du dialogue politique. Les Mauritaniens ne se parlaient plus entre eux et compte tenu également de la diversité ethnique du pays, la situation était potentiellement très explosive. Et là, en discutant avec mes collègues, en particulier du département des affaires politiques à New York, mais également mes collègues du PNUD au siège, nous avons eu l'idée de proposer un dialogue. Au départ, nous voulions proposer un dialogue autour d'un certain nombre de notions comme la démocratie, la citoyenneté. Le pouvoir m'a fait gentiment comprendre que tout se passait très bien en Mauritanie, qu'il ne voyait pas l'utilité d'entamer ce genre de dialogue. Alors, on a fait du repackaging en quelque sorte et nous avons présenté un petit projet de dialogue avec la société civile autour des objectifs du millénaire pour le développement. Et comme les objectifs du millénaire pour le développement, la Mauritanie, bien entendu, y avait souscrit, comme l'ensemble des États membres des Nations Unies, et qu'on proposait une série de dialogues en région sur des problématiques telles que la santé, l'éducation, l'environnement. Ça a été considéré comme acceptable et nous avons pu organiser une série d'ateliers. Et au fur et à mesure qu'on organisait ces ateliers avec des partenaires entièrement nationaux et locaux, les sujets devenaient de plus en plus complexes et touchaient de plus en plus à des questions sensibles telles que la citoyenneté, la justice et les droits de l'homme. Et je me souviens en particulier de l'atelier à Attar, au nord de la Mauritanie, sous une grande tente, comme on fait en Mauritanie lorsqu'on se réunit, c'est sous une grande tente, et où se sont retrouvés sous cette tente que nous leur offrions en quelque sorte comme espace neutre et espace d'accueil des personnes qui ne s'étaient pas parlé depuis des années en raison de la crispation de plus en plus forte de la situation politique. Et ils se retrouvaient sous la même tente et ils ont commencé à parler. Et en parlant, ils se sont rendus compte finalement qu'ils avaient beaucoup de choses à se dire. Et à la fin de cet atelier, ils se sont embrassés comme des frères qui ne s'étaient pas vus depuis longtemps. Et ça, je dois dire que pour nous, et en particulier pour moi qui ne pouvais pas suivre directement ce qui se disait parce qu'il parlait de plus en plus en hassania, mais qui sentait ce qui était en train de se passer, c'était une expérience, ça a été une expérience absolument extraordinaire. Et ce genre d'expérience où les Nations Unies sont en retrait, elles offrent un espace, mais ce n'est pas elles qui parlent, ce n'est pas elles qui mènent ou qui organisent les débats. C'est une expérience absolument extraordinaire. Et là, je dois dire que si j'avais l'occasion de revivre quelque chose comme cela, ça me ferait plaisir. Merci beaucoup, Cécile. Merci surtout d'avoir mis en lumière certains aspects, non seulement de ta carrière au niveau personnel, mais également du rôle des Nations Unies, surtout ce genre d'aspects qui n'apparaissent pas ou très peu dans les médias, dans les journaux, dans les nouvelles. En général, ce n'est pas le genre de choses qu'un journaliste met en exergue lorsqu'il s'agit de parler des Nations Unies. Donc voilà, merci de cette opportunité d'informer un peu mieux l'opinion générale. Merci encore et bonne journée. Merci beaucoup, ça a été un grand plaisir.